go deep and picked off. Intercepted by Ambry Thomas. We'll see a pickup come down the right side possibly. Montana looking, throwing in the end zone. Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 68e épisode du Faithful Podcast. Forcément, on n'espérait pas enregistrer un 68e épisode dans cet état-là, suite à notre défaite contre les Chiefs 25-22 après prolongation, dans un Super Bowl très serré, très intense, mais à la fin, c'est Patrick Mahomes qui l'emporte. Pour m'accompagner, pour en parler, Loïc, Olivier, Gonzague et Kevin. Salut les gars. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut. Salut Gonzague. Forcément, les mines sont pas aussi réjouies que celles qu'on a pu avoir ces dernières semaines, c'est évident. Défaite dans un match extrêmement serré où on a été devant quand même la grande majorité du match, mais l'important c'est d'être devant au dernier moment. Et on a perdu ce match sur un dernier touchdown de Mecole Hardman à la fin des prolongations. Kevin, globalement, c'est quoi ton ressenti après cette défaite ? Je pense comme tout le monde, on est tous vraiment dégoûtés. Le scénario donne énormément de regrets parce qu'au final, ce match aurait pu basculer dans les deux sens. Je pense que si on le rejoue 10 fois, probablement qu'il tourne 5 fois de leur côté, 5 fois d'une autre, tellement c'est très très proche. On y a cru jusqu'au bout, j'ai envie de dire plus que jamais par rapport aux 2 autres Super Bowls perdus ces dernières années. Et puis, on tombe sur une équipe extraordinaire, surtout défensivement. Beaucoup de monde vont parler de Mahomes à juste titre aussi, mais leur défense a été extraordinaire. Nous, au final, on fait notre match, je trouve, dans l'ensemble. Une défense retrouvée. Il y a peut-être des petits manquements en attaque par moment, parce qu'on a eu souvent l'opportunité d'enfoncer le clou et on ne l'a pas saisi. Mais malgré tout, on va tomber dans certains reproches sur certains éléments de l'équipe. Parce qu'il faut le faire, mais malgré tout, je pense que je suis quand même assez fier de cette équipe parce qu'ils ont tout donné hier soir. Gonzague ? Je rejoins un peu Kevin là-dessus. C'est une défaite autant cruelle que paradoxale, dans la mesure où c'est une défaite où j'ai très 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 peu de choses à redire sur notre performance générale. Il y a vraiment ce sentiment d'être tombé face à une équipe remarquable en face, notamment en défense. On a eu un Super Bowl d'un très haut niveau défensif pendant une très grosse partie du match. Le sentiment que le travail a été fait, et pourtant, nous sommes en train de débattre à propos d'une défaite. C'est ça qui est très très dur. J'aime beaucoup l'expression de Kevin qui consiste à dire que si on refait le match, on le gagne 5 fois, on le perd 5 fois. C'était vraiment très très proche. C'est joué sur des individualités en fait. Il a fallu qu'il y ait un joueur phénoménal qui fasse la différence en fin de match, mais pour le reste, clairement, on ne peut pas dire qu'une équipe a été meilleure que l'autre. Et j'ai suivi un petit peu les commentaires de chacun. Je pense qu'il y avait beaucoup de souffrance, beaucoup de colère à propos de certaines remarques, mais j'ai pu constater, on va y revenir, on a complètement disproportionné sur certaines performances individuelles où vraiment j'ai très 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 peu de choses à redire. Petit spoiler pour la suite, quand on va parler des tops et des flops, autant trouver les tops a été facile pour moi, autant trouver un ou des flops a été d'une très grande difficulté, tant nous avons eu un très bon niveau de jeu général. Donc ça s'est joué sur des coups du sort, sur de la malchance. C'est difficile de parler de sport et de perdre à ce niveau sur une question de malchance. On pourrait dire que ça manque de sérieux. Et paradoxalement, je ne vois pas beaucoup d'autres raisons. Donc voilà, c'est ce drôle de sentiment de se dire qu'on a perdu et paradoxalement, je ne vois pas ce qu'on aurait pu faire de mieux. Olivier ? Écoute, je suis assez d'accord avec les copains. Bon oui, c'est frustrant. Mais de l'autre côté, on a vu un super match, quoi. Hormis le coup du punt, la défense, elle a été exceptionnelle parce que Mahomes, il a marqué 0 touchdown dans le temps, pendant les 4 quarts temps. La seule fois où il marque, c'est quand il y a eu le ballon qui rebondit sur le pied d'un gars et que Réré peut pas la récupérer. Sinon, il avait marqué 0 touchdown. Donc, ça prouve que la défense, elle avait fait un boulot de dingue. Et oui, après, il y a la prolongation. Malheureusement, ils ont craqué au bout d'un moment. Ce sont que des êtres humains aussi.
Et sinon, on avait un super Super Bowl. On était tous les deux à le regarder ensemble avec Elliot et on pensait la même chose. On pensait que Gonzague devait être en train de kiffer parce que c'était un match super défensif. Et on a vu de la quintessence défensive d'un côté comme de l'autre. Petite note, je gagne du temps. Quintessence défensive à San Francisco. Vous remarquez qu'Ambry Thomas n'a pas joué du match. Voilà. Hasard, coïncidence, je sais pas. Sinon, après, ben oui, malheureusement, quand les équipes elles sont de niveau égal, ce qui fait la différence, c'est le meilleur quarterback. Et comme je l'avais dit, et malheureusement, comme on va le répéter pendant encore au moins 10 ans, le meilleur quarterback à l'heure actuelle, il a encore prouvé hier soir, il a le numéro 15 dans le dos. Et malheureusement, il ne joue pas pour nous. Voilà, c'est la seule chose que je regrette. Et puis voilà, on va bien se remettre dans la tête à l'endroit, même si elle est putain qui est dure à avaler celle-là. Et puis on repart l'année prochaine pour aller la chercher, cette bague, parce que l'aventure est loin de se terminer, à mon humble avis. Loïc? Bah, moi, comme tout le monde, je suis dégoûté. Et le pire, je trouve, c'est que ça fait 2 années de suite qu'on finit la saison avec un goût de trop peu, dans le sens où on perd de façon frustrante, en ayant l'impression qu'on aurait difficilement pu faire mieux. Si on me demande qu'est-ce qu'on doit faire pour gagner l'année prochaine, qu'est-ce qu'on doit changer pour gagner l'année prochaine, on doit rien changer. On doit faire la même chose et espérer que l'année prochaine, ça va passer et qu'on va gagner le Super Bowl. Et d'un côté, c'est positif parce que ça veut dire qu'on a tout ce qu'il faut pour y croire l'année prochaine. Il y a quand même au moins 28 équipes qui peuvent pas se dire ça en NFL, si ce n'est plus. Mais en même temps, c'est frustrant parce que on a juste envie de gagner le titre, quoi, c'est tout. On n'a pas envie de se dire qu'on peut le faire, on a envie de le faire. Et donc ouais, je suis assez frustré. J'ai l'impression que chaque année, c'est notre année et au final, pas du tout. Enfin, pas du tout. Pas pour l'instant, en tout cas. Oui, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Celle-là, elle fait très mal. Je me souviens pas très bien parce que c'était mes débuts de fan de football américain du Super Bowl contre les Ravens, mais je me souviens très bien du premier contre les Chiefs. Il y avait un sentiment plus de colère et d'énervement par rapport à notre performance, par rapport à des erreurs qui avaient été faites de notre côté. Celle-là, elle fait mal parce que vous l'avez tous les quatre dit. J'ai pas l'impression qu'on rate quoi que ce soit, pas grand-chose. Un coup du dé, un punt qui tombe sur le pied d'un défenseur qui regarde pas et qui peut rien faire pour ça. C'est difficile parce qu'on fait un super match. On avait retrouvé, on va en parler dans les tops et des flops, mais on avait retrouvé une défense qui avait la dalle et on n'avait pas vu ça depuis très longtemps cette saison. Une attaque qui fonctionnait bien, même si bon, en même temps, tu tombes face à la meilleure ou deuxième meilleure défense de NFL cette saison, donc forcément, tu peux pas mettre 45 points forcément tout le temps, même si tu as la meilleure attaque de NFL, parce qu'en face, tu as des mecs qui ont fait des performances XXL. À la fin du match, tu as Patrick Mahomes qui se réveille alors qu'il a, mine de rien, pas fait grand-chose tout le long du match. Il a été bien stoppé, mais dès que tu lui laisses le temps de lancer, dès qu'il prend son rythme, il est quasiment inarrêtable. Même si, bon, on pourra revenir sur plein de choses, on pourra revenir sur le titre de MVP du Super Bowl qui lui revient aussi parce qu'il a été clutch à la fin, même si en défense, t'as un Chris Jones qui a été absolument extraordinaire, t'as un Trent McDuffie qui a été extraordinaire aussi. Voilà, ça fait chier parce que vraiment, je la sentais bien cette année, comme jamais je l'avais senti, même l'année dernière, j'avais l'impression, même si on finit sur un truc très frustrant, sur une blessure, qu'on n'était pas aussi près que ce qu'on l'était cette année. Cette année, j'ai l'impression que les étoiles s'étaient alignées, qu'on n'avait pas eu de blessure toute la saison. Et puis on a Dédé qui se pète pendant le match, on a John Feliciano qui se blesse, on a Dibo, même s'il revient sur le terrain aussi, qui se blesse un peu. C'est Kittle également, qui repart au vestiaire un petit peu. Kittle également, c'est super frustrant Ouais, de voir que le moment où, pour une fois, il y a des choses qui vont pas dans notre sens, bah, c'est le match le plus important de la saison. Est-ce que vous avez des choses à redire sur le match? On peut quasiment passer au top et au flop, hein. On va bien en parler du match là-dessus. On va évidemment, après une défaite, parler des flops. Comme tu l'as dit, Gonzague, c'est très compliqué d'en trouver parce qu'ils ont tous quasiment fait une grosse performance. Gonzague, quand même, quel est ton flop de ce match? Bah justement, donc comme je disais, j'ai galéré et en y réfléchissant bien, je trouve en fait un flop plus évident que les autres. Je ne vais pas parler nécessairement d'un seul joueur, même si techniquement je pourrais, mais j'ai envie de parler en fait de l'intégralité de la ligne offensive. Car oui, on savait que la ligne offensive allait mener un combat difficile face à un front 7 terrifiant des Chiefs, mais la différence, elle s'est vue vraiment sur tout le match. Sur tout le match.
On a eu un Trent Williams qui, pour la première fois, a été en grande difficulté face à un George Karlaftis de gala. On l'a vu notamment au travers de leur holding en début de match. Ça se voulait agressif car ils voyaient bien qu'ils n'avaient pas la main face à ce front 7 au moment du snap, et ça se voyait après dans le jeu derrière. Et on a un Brock Purdy sur lequel, moi, personnellement, je n'ai strictement rien à redire parce qu'il a joué un match assez exceptionnel avec une pression mais constante. On a vu des appels de jeu de Spaniolo, mais on parlait des blitz la semaine dernière, mais bordel, mais qu'est-ce que c'est que ces jeux dessinés? Spaniolo, c'est le Shanahan de la défense, c'est une complexité, c'est magnifique, et notre ligne n'a pas su tenir. Vraiment, je trouve que je tire un gros coup de chapeau à Purdy d'avoir pu jouer dans ces conditions-là, parce que même si Annie a fait ce qu'elle a pu, elle s'est complètement fait bouffer. Le centre de la ligne, j'en parle même pas. Les Brended, Burford et même Aaron Banks, pourtant si irréprochable d'ordinaire, ont vraiment été en grande difficulté. McKivitz, j'en parle même pas. Bref, je n'arrive pas à trouver un joueur de la ligne, même notre Trent Williams national, qui est performé dans ses standards habituels lors de ce match. J'ai trouvé que c'était vraiment le seul poste où on a clairement downgradé par rapport à nos standards et où on a vu vraiment une supériorité évidente des Chiefs dans un domaine. C'était vraiment cette confrontation entre la O-line et la D-line où vraiment j'ai trouvé qu'on a pris l'eau de toutes parts tout au long du match. Kevin? Ouais, c'est pas facile d'en trouver. Je vais aller sur un choix qui va sûrement en faire hurler certains, mais je vais encore parler de Kyle Shanahan. Alors, je tiens à préciser que malgré tout, l'œuvre complète de son match est plus positive que négative. Il faut le dire, il a répondu à pas mal d'attentes dans ce match. Malgré tout, je trouve qu'il a un peu perdu le fil en début de troisième quart où il lance notamment 6 passes de suite. C'est trop quand tu as un Christian McCaffrey et que ton jeu au sol avance autant. Je veux dire, Christian McCaffrey était inarrêtable hier soir, on peut le dire. Et là-dessus, je trouve qu'il a un peu perdu le fil et c'est pas un hasard, à mon avis, si on marque 0 points dans ce troisième quart-temps, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a perdu. Deuxième raison, et la plus grosse pour moi, pour laquelle c'est un flop dans ce match, c'est la gestion du coin toss en début de prolongation. Alors, moi, je l'ai découvert, je sais pas vous, mais moi, j'ai découvert à ce moment-là que la règle avait changé pour les playoffs et que même si tu marques un touchdown, le match n'était pas gagné et l'autre équipe reprenait la balle. Sauf qu'on a appris aujourd'hui que Kyle Shanahan a appris ça aussi, lui aussi, à ce moment-là. Il ne le savait pas. Et il choisit de récupérer le ballon en premier, ce qui est une énorme erreur dans ce cas-ci parce que tu joues à ce moment-là à 3 essais punt. Si tu récupères la balle en deuxième, tu as automatiquement 4 essais et puis à chaque fois, tu as 4 essais pour avancer. Et selon moi, c'est une énorme erreur et on l'a vu. Et on marque pas le touchdown, derrière, il récupère la balle et ils font le nécessaire et puis ils s'imposent. Pour moi, ça a été une immense erreur de gestion de ce côté-là. La gestion d'horloge n'a d'ailleurs pas sûrement été la même d'ailleurs. Bien sûr. Alors après, moi, pour ce choix-là, moi, j'ai vu une explication. J'aurais fait comme toi, Kevin, laisser le ballon. Après, je trouve qu'il a donné son explication. Non, il a dit, les joueurs connaissaient pas la règle, lui, Shanahan la connaissait. Mais il a donné son explication pourquoi il a pris le ballon en premier. C'est que après, la première action de chacun, c'est la mort subite. Et la mort subite, tu prends le ballon en premier. Et je pense que l'explication peut s'entendre dans le sens où si les deux équipes marquent un touchdown, bah, c'est toi qui as le ballon pour la mort subite. Après, elle vaut ce qu'elle vaut, cette explication, notant que les joueurs des Chiefs ont révélé derrière en interview que si les 49ers avaient marqué un touchdown converti avec un coup de pied, eux, ils auraient tenté la conversion à 2 points s'ils avaient marqué derrière. Donc voilà, ça vaut ce que ça vaut. Je suis d'accord avec les points que tu soulèves comme sur Shanahan. Je reste sur mon point que c'est un très mauvais choix et que selon moi, c'est une erreur d'avoir commencé avec le ballon. Mais bon. Après, moi, je vais revenir sur un truc par rapport à ce que tu viens de dire sur Shanahan. Ouais. Ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est qu'il y a des gens qui reprochent à Shanahan des choses aussi. Ils reprochent qu'il a fait trop courir McCaffrey. Mettez-vous d'accord, ceux qui ont des reproches à lui faire, hein, parce que à ce qui paraît, la semaine dernière, il a plu à la Ciotat, c'est aussi la faute à Shanahan. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut un peu relativiser, il faut un peu mettre les choses en place, il faut mettre un peu les choses en place. On peut pas reprendre jeu par jeu, c'est trop facile. À la rigueur, ton histoire pour le toss, pourquoi pas. Pour le reste, je suis pas d'accord parce que je l'ai pas trouvé frileux. J'ai trouvé qu'au niveau des appels de jeu, c'était bonnard. Le touchdown qui fait marquer par Jennings, c'est exceptionnel. Je veux dire, les mecs, ils sont complètement à l'ouest et ça, tu peux pas le trouver ailleurs. Je pense qu'il a essayé de permettre
à McCaffrey de ne pas être carbonisé pour le 4e quart-temps. Et d'ailleurs, Elliott m'en est témoin. Je lui dis en début de 4e quart-temps, ouais, il avance plus McCaffrey. Et après, il m'a dit, regarde comme il avance plus, il faisait qu'avancer. Pourquoi? Parce qu'il était encore frais. Donc, il y a ça aussi. Et tu dis toi-même que la défense en face était exceptionnelle. Donc, si la défense est exceptionnelle, c'est pas forcément la faute du coordinateur offensif de l'autre côté, quoi. Voilà, c'est pour ça, c'est juste pour mesurer la chance qu'on a d'avoir Shanahan comme coach. Non, mais et puis je reviens sur le point. J'ai dit qu'il a, sur l'ensemble du match, il a une œuvre plus positive que négative. Mais t'es le premier à dire, quand on parlait de Purdy, quand il est pas bon, faut le dire. Quand il fait des erreurs, faut le dire. Ben, Shanahan, je trouve qu'il a fait des erreurs hier et je le dis. Et je l'assume complètement. Et je trouve que un match comme ça se joue à un coup de dé. Je vais pas revenir sur le bloc, le kick bloqué de Moody. Je vais pas revenir sur le ballon qui effleure la cheville de Darrell Luther. C'est des choses qui arrivent. Quand j'entends qu'il faut virer Shanahan, je tombe de ma chaise. C'est n'importe quoi. On a un grand coach. Ça c'est catastrophique de dire des choses comme ça. J'en ai tellement vu, j'en ai tellement lu aujourd'hui que c'est toi qui prends pour les autres, Kevin. Je sais que je connais bien le fond de ta pensée, mais ça m'a vachement gonflé aujourd'hui. Les mecs, ils ont des mémoires de poisson rouge, je veux dire. Poisson rouge, petite dédicace à tête de l'assaut. Sinon, on est un peu plus sérieux. Et celle-là, Dave, elle est pour toi. Je t'ai dit que j'en parlerai, je n'ai pas oublié. Regardez l'équipe qu'il a réussi à monter en l'espace de 6 ans, 7 ans. Regardez l'équipe qu'on a. Regardez, et quand on me dit la fenêtre de tir, elle est bientôt fermée. En quelle année la fenêtre de tir, elle est bientôt fermée? Elle est grande ouverte, la fenêtre de tir. Elle est très grande ouverte. Il faut arrêter d'halluciner. Je rappelle que la première fois depuis 1964, on va avoir fait un premier tour de draft. Allez, attention, spoiler, on va prendre un défensif tackle, parce que sinon, c'est. Non, mais voilà, comme ça, je vous évite l'émission de draft et tout. Non, c'est une blagueuse, on te fera l'émission quand même. Non, mais voilà, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a monté une équipe qui procure beaucoup de satisfaction, beaucoup de plaisir. Alors, ouais, hier on n'a pas gagné. Ouais, on ne peut pas s'arrêter, mais honnêtement, ça se joue à un bout de cheville. Ça se joue à un bout de cheville. Oui. Et bien entendu, cet homme a encore contre nous. Hormis dire qu'on est maudit à ce niveau-là, et ça, la malédiction, c'est pas la faute de Shanahan. Ça, c'est mon point de vue. Et c'est pas contre toi, Kevin, c'est contre tout ce que j'ai lu dire comme banane sur Internet. Non, mais Dave, on est passé par des Singletary, on est passé par des mecs comme ça, et les mecs, ils connaissent pas, quoi. Je suis totalement tombé de ma chaise aussi aujourd'hui en voyant qu'il fallait virer Shanahan ou quoi que ce soit. On a un grand coach, il a construit une équipe formidable. Et c'est ce que j'ai dit au début de mon intervention. Son œuvre hier est plus positive que négative. Malgré tout, ça se joue à rien, ça se joue à un coup de dé. Il y a des erreurs qui ont coûté cher à la fin dans le money time. Et même d'ailleurs, les défauts que tu évoques peuvent être en fonction des profils et des sensibilités sujet à débat. Moi, par exemple, à titre personnel, je ne suis pas du tout d'accord avec toi sur le choix du toss en prolongation. Parce que Elliott a donné son idée, moi j'en ai une autre, qui est que dans ces cas-là, il faut mettre la pression tout de suite et que donc prendre le lead en marquant des points les premiers est toujours une bonne chose par rapport à ça. À cela, j'ajoute qu'à ce moment-là, Mahomes est en feu. Il est en feu. Il sort d'un putain de drive où il était allé chercher l'égalisation. Je pense que partir sur un drive long en prolongation et le laisser se refroidir sur la touche était au contraire une excellente idée. Parce que tu lui redonnes le ballon, tu sais qu'il va mettre des points, et donc on va se mettre la pression énorme d'avoir l'obligation absolue d'en foutre derrière. Donc moi, contrairement à toi, je trouve que c'était au contraire un très bon choix de prendre l'attaque, d'entrer par rapport à ça, ne serait-ce que pour refroidir l'espèce de fauve là qui était en furie tout à l'heure. Donc franchement, même ça, je n'ai pas grand-chose à redire. Je suis totalement en désaccord avec ça parce que pour moi, la chose qu'il faut absolument éviter, c'est donner une chance à Mahomes de gagner le match. Si tu lui laisses la balle en premier, tu as encore les choses en main. Là, en marquant 3 points, on lui rend la balle et puis on dit vas-y, fais ce que tu sais faire et va nous faire perdre le match. Deux façons différentes de voir les choses. Je dis pas qu'il y en a une meilleure que l'autre, mais je pense que ce qu'il faut éviter, c'est de donner une chance à Mahomes de gagner le match. Oui, mais dans ce cas-là, tu reprends l'idie de Elliott. C'est-à-dire que imagine que nous mettons un touchdown et que lui mette un touchdown derrière. Celui qui a la main finale, c'est Purdy, c'est pas Mahomes. Donc à l'arrivée, je trouve que si je prends ton argument en ligne de compte, ça conforte l'idée qu'il fallait prendre le toss et l'attaque. Mais à ce compte-là, il fallait marquer le touchdown et tenter la 4e parce que le 3 points, tu savais que c'était exposé. Ah, ça, c'est un autre débat. Ça là-dessus, à la rigueur, c'est un autre débat. Et ça peut être une autre erreur. Shanahan, qu'on dit par exemple toujours trop frileux, moi je le dis honnêtement, je n'ai pas eu la moitié des couilles qu'il a eu pendant ce match-là. Quand on a
quand on n'a pas le momentum à un moment donné qui tente la 4e, qui va nous amener au touchdown, moi je suis désolé, je le dis humblement, en tant que gros nul de coach que je suis, j'aurais tenté le field goal parce que je me dis j'ai pas le momentum, il faut qu'on aille chercher les points. Là, ça va jamais passer. Et c'est passé. Le mec, il a eu un courage que moi-même, je n'aurais pas eu, je le dis humblement sur ce podcast. Donc, franchement, bravo à lui parce qu'il m'a surpris sur beaucoup de points. Donc, c'est là où je trouve beaucoup de gens, c'est pas toi que je vise évidemment, Kevin, mais je trouve beaucoup de gens extrêmement durs, pour ne pas dire odieux, allez, je vais être méchant, vis-à-vis de lui. On est d'accord. Il a été bon sur tout le match. On va passer à la suite quand même. On va pas faire. C'est pas le Shannon podcast. On pourra en faire un Shannon podcast si vous le souhaitez. Oui, c'est clair. Loïc, ton flop de ce match? Bah, franchement, j'en ai pas. Parce que pour moi, on perd à cause de la malchance sur ce punt qui rebondit sur une cheville d'un special teamer. Qu'est-ce que tu veux faire par rapport à ça? À qui tu veux reprocher ça? Si ce n'est peut-être un peu au chouchou d'Olivier, qui aurait pu quand même se jeter dessus, enfin attraper le ballon dans un second temps. Ah, il aurait pu l'avoir. Elle rebondit. Il a essayé de la capter au lieu de s'allonger dessus. Ouais. Bon, ça va très vite. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Malheureusement, ça arrive à un mauvais moment. Ça, plus peut-être quand même le field goal contré. On a eu 2 en playoff. C'est beaucoup. 2 en 3 matchs de playoff. Voilà, c'est ça ma marge d'amélioration pour l'année prochaine. C'est régler la protection du kicker sur les conversions, quoi. Alors, ou faire monter la balle plus haut, plus vite. Ouais, alors celui-là, pour l'avoir revu du coup au ralenti, autant celui contre les Packers est un extraordinaire jeu de ligne avec un bras qui est très haut, autant celui-là, il était bas. Le coup de pied était bas et le défenseur n'a pas eu besoin de lever la main si haut que ça pour l'avoir. Celui contre les Packers, c'est un pur jeu d'équipe spéciale. Là, il était un peu bas, je suis d'accord. Olivier, ton flop? Sean Gibson. Voilà, ça a été le moins bon. Ça a été le moins bon sur les GBs. On l'a trouvé quand on regardait, on a trouvé tous les deux que c'était que lui qui posait problème, qui était un peu au zeste comme on dit chez moi. Sur la première mi-temps, quand Mahomes il fait sa seule passe profonde, on a Jair Brown qui est au marquage et normalement lui il doit venir coller, il est perdu complètement et c'est pour ça qu'il fait la superbe la passe, elle arrive sans problème alors qu'il aurait vraiment pu le gêner. Et pour le reste, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Mais bon, après, c'était vraiment pour dire non parce que le mien, je peux pas le dire vu qu'ils l'ont pas fait jouer. Moi, j'ai un flop quand même sur ce match-là qui m'a un peu sorti. Quand je vois les stats là sous les yeux, elles font mal quand même. J'ai trouvé Deebo Samuel en grande difficulté. Deebo Samuel a été en très grande difficulté. Au final, quand on a essayé de le faire courir, ça n'a pas marché. Il tente 3 courses, il fait que 8 yards. Il n'a pas trouvé les bons intervalles. Je me souviens d'une course en début de match où il y a un jet sweep qui est plutôt bien emmené. Il y a des bons blocs et au lieu de prendre le bon intervalle à l'intérieur, il va essayer de faire le tour et il se fait attraper. Et surtout, il fait que 3 réceptions pour 11 targets. Alors, il n'y a pas que des passes faciles, je suis d'accord. Mais il a été targeté 11 fois, c'est plus que n'importe quel joueur de l'équipe. À l'opposé, Ayuk fait aussi que 3 réceptions, mais en 6 targets. Jennings, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, 4 réceptions en 5 targets. Ouais, 3 réceptions alors qu'il a été visé 11 fois, c'est pas suffisant, même si elles sont pas toutes faciles. Mais tu dois faire plus. Tu dois faire plus que 33 yards à la réception. Je l'ai trouvé vraiment emprunté, et c'est Olivier qui me disait ça pendant qu'on regardait le match ensemble. Il n'avait pas le regard. Il n'avait pas le regard qu'il peut avoir habituellement, le regard méchant, le regard de tueur qu'il a habituellement, qu'on voit. Et j'ai trouvé que j'en parlais souvent cette saison dans notre série de défaites, de 3 défaites quand il manquait lui et Williams, qui sont les 2 mecs avec de l'attitude, les 2 tueurs de cette équipe-là. J'ai trouvé les 2 un peu dans la même sensation. Je trouvais que Trent était un peu emprunté en début de match. Et Deebo pareil, donc je sais pas trop ce qui s'est passé, mais ça nous a quand même coûté un petit peu dans ce match-là de pas avoir l'arme Deebo qu'on a habituellement, qui aurait pu faire des grosses différences. Mais Deebo, s'il se fait pas trash talker au moins 3 mois avant par l'adversaire, il est pas motivé pendant le match. Et à chaque fois, c'est quand il se fait grave trash talker par les Chiefs ou pas par les Chiefs, par les Eagles. Et c'est là où j'ai un regret. Et c'est là où j'ai un petit regret, c'est que si L'Jarius Sneed, sa patate, il la met pas à Ayuk, mais il la met à Deebo. Deebo, il fait 150 yards derrière. C'est un réveil, ouais, c'est clair. C'est un réveil. Ouais, et puis Deebo, il a quand même un McDuffie à la culotte une bonne partie du match, qui nous sort un match stratosphérique. Extraordinaire match de Trent McDuffie.
Je Ouais. pense que dans Ouais, les mais 11 il n'y avait pas de targets, couverture aérienne il des y en a Chiefs une- en il y en a général au final, qui est Il y en a extraordinaire. une qui est absolument parfaite de Purdy, celle dans la end zone. Et Debo, il est Ouais. dessus. Et quand tu regardes le ralenti, t'enlèves l'idée de la main de McDuffie, elle est parfaite. Mais par contre, tu as un geste défensif de très, 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 très haut niveau de McDuffie. Et c'est pas le seul qu'on a eu dans ce match-là. Donc voilà. Celle-là, elle n'était pas pour Debo, mais il y en a qui ont été pour lui. Et c'est dommage qu'il n'ait pas été à 100%. Est-ce qu'on a d'autres petits flops à citer? Vous en avez parlé, évidemment. Darrell Luther, bah, c'est pas de chance. Il peut rien faire, hein, vraiment. Ça va. Tu ne peux pas le blâmer, Luther, là-dessus. Parce que même si tu as Rere, tu vois le geste de dire recule. Darrell Luther, il est dans son taf, c'est-à-dire qu'il est là pour bloquer le mec et il regarde pas le ballon. Il n'a pas à regarder le ballon. Et malheureusement, elle lui tombe sur la cheville, c'est dommage. après, je crois que sur le ralenti, on voit quand même que McLeod lui dit, après ça va McLeod lui super indique. vite. Mais En il est fait, en pleine, McLeod le lui mec, indique. il est en Et pleine course. Luther ne regarde pas McLeod parce que son rôle, ce n'est pas de regarder son receveur, c'est de regarder le mec qui Ouais, mais arrive sur lui. je pense qu'il a gueulé. Je pense qu'il a gueulé un truc à ce moment-là. Après, même si tu gueules déjà avec tout le bruit, est-ce que tu as le temps de bouger ton pied ou pas? Est-ce Ouais. que tu as la Ouais, non, bien présence sûr. d'esprit de le faire? C'est compliqué. À C'est aucun moment, compliqué. tu peux te douter que le ballon va retomber pile sur ta cheville Ouais, et mais en puis plus, ça pas. Mais même par exemple, prenons les special teams, par exemple, où en effet beaucoup de coups du sort sont liés aux special teams entre les la transformation bloquée et en effet ce coup du pied. Mais par exemple, la special team, il n'y a même pas grand-chose à lui reprocher non plus quand on Ben voit Craig Conley qui arrache Richie James sur cette Elle est incroyable. vidéo, C'est sur cette oh, vidéo de le coup légende. de la corde à linge qu'il lui a envoyé. Ah ouais, non, mais- Je le disais à Olivier pendant qu'on regardait le match. Pour le coup, c'est là, grand bravo à Richie James de ne pas avoir perdu le ballon parce que ça arrivait test. Ça Moi, arrive à honnêtement, 2000 à l'heure accroché au ballon. Mm. Ah non, il me c'est fait très la fort. même, je récupère ma tête par terre. Hein. C'est, Ah non, mais moi, non, mais c'est très simple. Moi, il me fait la même. Là, ça fait quasiment 24 heures, je suis encore allongé. Au rugby, c'est 9 mois d'exclusion, ça. Mm. Il dégomme la tête. Non, mais il met la main sur le ballon au départ. Et au catch, tu te relèves direct. Non, mais voilà, ce que je vois pas beaucoup de corps d'équipe, soit les special teams où ça a vraiment merdé, en fait. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est d'autant plus frustrant, c'est que C'est sûr. tu vois, tu prends sur ce match-là, tu te prends une branlée des familles, les mecs sont au-dessus sur tous les compartiments du jeu. Bah, on serait en train d'en parler, on aurait été dégoûté évidemment, mais on aurait une sensation quand même beaucoup moins amère dans la bouche. Là, tu peux te poser la question, vous l'avez dit au début, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus? Des petits détails. Voilà. Ouais, et puis Je vais juste c'est faire une petite compliqué. aparté. C'est compliqué. Excuse-moi, Gonzague. C'est très compliqué parce qu'on peut dire oui, on a fait des interceptions, on n'a pas marqué de points derrière. Donc nous, on a le droit de faire des superbes jeux défensifs, mais en face, ils n'ont pas le droit de faire des superbes jeux défensifs. Ok, d'accord. Après, il faut mettre les choses en place, c'est tout. Clay Jones, il a été monumental. Flatis, là, il a été monumental. Leur bande au fond, ils sont tous monumentaux. Je veux dire, c'est bon. Nous, on a tenu la drageote à cette équipe-là. On a réussi à leur planter Le des touchdowns. fumble bon, de McCaffrey, c'est un jeu défensif extraordinaire, le fumble voilà. de McCaffrey. Et on le rend quelques jeux plus tard en faisant un fumble pareil. Je veux dire, ce match, pour moi, ce match, il est d'anthologie. Il est d'anthologie parce que putain, il y avait du talent dans tous les centimètres carrés de ce terrain, quoi. On va dire, enfin, je suis désolé quand je lis des trucs, on l'a perdu tout seul et tout. Non, je suis désolé. On a une superbe équipe en face de nous. On est une superbe équipe. On a prouvé ce que c'était le football américain à son meilleur. Voilà, le football américain à son meilleur, c'est pas un blowout. C'est deux équipes qui se tiennent, qui se regardent droit dans les yeux. Et Mahomes, s'il met le touchdown, il reste quoi? 40 secondes, 20 secondes, 12 secondes à la fin du 3 secondes à la fin du 5e quart-temps. Je fais exprès de dire le 5e quart-temps. Voilà, pour vous dire à quel point ce match il a dépassé l'entendement, quoi. Moi, j'ai juste quand même un regret, c'est qu'on n'ait pas été un peu plus efficace en première mi-temps, parce que je trouve que dans l'impression visuelle, vraiment, on les dominait. Des deux côtés du terrain, en attaque aussi. Bon, il y a ce fumble en premier drive qui nous prive potentiellement d'un touchdown ou au moins d'un field goal. Mais je trouve qu'on met que 10 points en première mi-temps, si je dis pas de conneries. Et ça aurait dû être plus. Moi, j'ai envie de faire une petite aparté juste pour remettre un petit peu l'église aussi au milieu du village par rapport à beaucoup de choses que j'ai lues depuis le match. Je trouve que c'est le bon moment d'en parler sur la question des flops pour que les choses soient assez équilibrées.
J'ai à nouveau lu beaucoup de choses et vu beaucoup d'images relatives, encore une fois, à la question de l'arbitrage. Oui, on a perdu. Et dans ces cas-là, souvent, il est très facile de se refaire plein de vidéos où on voit plein de fautes non sifflées contre nous. La réalité des choses, si on porte un regard honnête, c'est que je pense que ça a été là-dessus assez équilibré. Il y a eu un choix de la part de l'arbitre, ce que je trouve à titre personnel un poil regrettable, mais qui a permis entre guillemets de favoriser le jeu, c'est d'être un peu laxiste sur un certain nombre de choses. Et c'est vu des deux côtés, si on est honnête. Et oui, on retrouve donc très facilement sur le net des vidéos où on voit notamment un Bossa qui est saturé sur une passe longue de Mahomes ou des choses comme ça. Si on avait gagné le match, je pense que les supporters des Chiefs auraient joué au même jeu, ils auraient trouvé d'autres vidéos dans l'autre sens. Donc oui, je le mets dans la catégorie flop parce que je trouve que l'arbitre n'a pas fait un match extraordinaire, si on est honnête. Par contre, ça a été des deux côtés. Voilà, mais je préfère le mettre en flop parce que si je devais trouver une personne qui n'a pas été au niveau de tous les joueurs sur le terrain, j'ai trouvé l'arbitrage un poil en deçà du reste. Voilà, mais encore une fois, c'est en faveur ni en défaveur de qui que ce soit. Moi, je vais être très clair sur un point, sur l'arbitrage. Oui, il y a eu des erreurs, il y en a eu des deux côtés. On a beaucoup revu l'image du holding de Donovan Smith sur Nick Bossa. Pour moi, c'est clair sur une chose, le coup de sifflet le plus scandaleux de ce match-là, il a été en notre avantage. C'est le faux holding sur Ja'Wuan Jennings en prolongation où il n'y a jamais holding qui nous permet de prendre une première tentative alors qu'on avait raté la troisième. Il n'y a jamais de la vie holding. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas non plus s'estimer lésé par l'arbitrage alors qu'en prolongation, on ne doit pas marquer de points. Grave, on l'a dit tous les deux. Même si le holding sur Boza, on l'a vu, et c'est l'image que tu nous as postée cet après-midi, Kevin. On l'avait vu en direct avec Elliot en disant là, il est beau. Mais donc, après, il faut être honnête que de l'autre côté, j'ai pas tendance à regarder si nos joueurs tiennent ou pas les adversaires. Et voilà, il n'y en a pas eu 60 000 de sifflets ni d'un côté ni de l'autre. Ça n'a pas été un florilège d'un côté. On n'a pas eu un match digne de l'autre forêt dont j'ai pas le nom. Et puis ça n'a pas été aussi exagéré qu'il y a 4 ans quand on a perdu contre eux, où là vraiment il y avait beaucoup de calls en leur faveur et très peu en notre faveur. Là. C'est vrai que dans l'ensemble, ça a été quand même assez équilibré au final. Voilà, tu compares. On va passer au top parce qu'il y a quand même eu pas mal de choses positives. Et moi, je vais me permettre de commencer. Voilà. Vas-y. Parce que je vais sûrement le piquer à Kevin. C'est évident, c'est le gâteau de Kevin. Mais on va être très clair. On peut parler de Mahomes autant qu'on veut. Le meilleur numéro 15 sur le terrain, il était de notre côté. Quel putain de grand match de Ja'Wuan Jennings. Si on avait gagné ce match-là, il était là, notre MVP. Il était MVP. Il était là, notre MVP. Et franchement, à part Kevin, qui l'avait vite fait annoncer pendant notre live Twitch, qui serait la bonne surprise, annoncer Ja'Wuan Jennings MVP du Super Bowl, fallait fort se mouiller la nuque. Mais quel match il nous fait. À la réception, évidemment, il a été grandiose. Il y a forcément le touchdown de McCaffrey où il envoie une passe parfaite. Petit fun fact que j'ai vu passer sur Twitter aujourd'hui. Parmi tous les mecs présents dans ce Super Bowl, tout poste confondu, Ja'Wuan Jennings, à la sortie du lycée, était le meilleur quarterback de tous. Il avait une meilleure note que Mahomes, il avait une meilleure note que Purdy, il avait une meilleure note que Blaine Gabbert, il avait une meilleure note que Brandon Allen, que Sam Darnold. C'était un mec 4 étoiles, 96 à la sortie du lycée au poste de quarterback. Voilà. Et bon, la passe, elle est très bien. Et non, mais dans l'ensemble, il a été parfait. Il a été parfait au bloc comme il en a l'habitude. Voilà, il a été notre arme numéro 1, je trouve, sur ce match-là. Donc, bravo à lui. Et on en parlait un petit peu avec Olivier. On lui signait des friend deals là, depuis 2 ans de suite. Et c'est terminé. Hein. C'est terminé. Il est agent libre. Il est agent libre restreint. Donc, il y a des équipes, on pourra s'aligner. Mais par contre, il y a des équipes qui vont lui proposer de l'argent. Kevin, du coup, ton top ? Ouais, c'est quelqu'un qu'on a tendance à oublier ces dernières semaines. Et là, je vais me faire un grand plaisir en parlant de monsieur Christian McCaffrey, qui nous claque 160 yards au total hier, 80 à la course, 80 à la réception. Il marque son touchdown. Il est extraordinaire. Alors, je vais parler juste de l'époque post-2010, parce que c'est celle que je connais, celle que j'ai vue. C'est le meilleur running back que j'ai vu sur notre maillot. C'est extraordinaire. À la fin de match, tu en as parlé, Olivier, 4e quart, il prend le ballon, il fait 5 yards, il prend le ballon, il fait 5 yards, il prend le ballon, il fait 5 yards, tout le temps, il perce. Alors oui, on avait dit, il prend des patates en plus, hein. Il prend des patates. Et il prend des coups, hein.
Alors, on l'a dit, c'était la 26e défense contre la course en face, mais hier soir, ça s'est pas vu que c'était la 26e défense. Il a vraiment fallu se sortir les doigts pour gagner des yards au sol, et McCaffrey a été exceptionnel. Il y a eu aussi une belle entrée par moment d'Elijah Mitchell, mais McCaffrey, c'est grand monsieur de notre côté. Et pourtant, malgré l'impression visuelle, il est à 3,6 yards par course. Je comprends pas. J'ai l'impression qu'il en fait 5 ou 6 par course. Mais Parce il qu'il y fait a beaucoup, 3,6 il y a yards par beaucoup un course. moment, il y a eu beaucoup un moment de, dans le troisième quart quand on n'avance plus, il y a beaucoup de passes à la suite, mais il y a aussi beaucoup de courses où il s'emplafonne sur les zéros et ça accumule, ça fait 1, 2, 3, Ouais. 4, 5 courses où tu prends pas de yards. Mhm. Je Et crois par qu'il y en a contre, une ou deux négatives aussi. par contre, juste, on l'avait remarqué en regardant le match avec Olivier, il est fait en quoi son corps? Parce qu'à un moment, il se fait plaquer, son genou, il va dans un Ah sens ouais. dégueulasse. Le mec, il se relève et sur l'action d'après, il fait une réception, il prend 15 yards. Le gars Carolina, il se blessait à chaque choc, et puis chez nous, tu peux le tordre dans tous les sens, il se blesse jamais. Je sais pas. C'est l'ère de la Je sais pas Californie. Gonzague, ton top? Bah, écoute, je sais qu'il est de très grande mode chez les sportifs de haut niveau d'avoir des tatouages partout sur tout le corps. Et je crois que Mahomes a un nouveau tatouage qu'il n'a pas choisi, qu'il a subi pendant tout le match, qui est en fait le corps, le buste, les bras, les jambes, les cuisses de Nick Bossa, en fait, qui a été mais un poison pendant tout le match. Je ne veux plus rien entendre sur Nick Bossa. Il nous a sorti un match, mais honnêtement, mais d'un niveau extraordinaire. Essayez de trouver un seul jeu où Nick Bossa n'est pas sur la semelle, sur la cuisse ou sur le bras de Mahomes en fin d'action. C'est impossible de jouer contre ce type-là. C'est honnêtement, Mahomes aurait pu nous découper 15 fois plus si on n'avait pas eu Bossa hier dans notre équipe. Il est phénoménal. Il est phénoménal. J'ai en tête 2, 3, voire 4 actions où il est double teamé. Il n'y a rien à faire. Il passe devant. Et en plus, c'est une technique. On voit notamment son jeu de bras lorsqu'il passe sous le bras du tackle. Mais c'est du bonbon à regarder d'un point de vue technique. C'est un phénomène. C'est un phénomène. Il a été constamment, mais constamment sur le quarterback. Et lorsque c'est Armstead qui était à la rigueur, peut-être le mec qui me venait à l'esprit après, on verra. Mais ce que je veux dire, même quand c'est un autre qui faisait le sac ou le quarterback hit, il était là aussi. C'est un sacré phénomène quand même. Je suis passionné par ce joueur quand il atteint un tel niveau parce que je n'ai quasiment pas de souvenir de fin d'action où je ne le vois pas dans les cuisses du quarterback. Et même si en soi, il n'a pas celui qui a la ligne de stade de sac la plus importante de l'équipe, je crois qu'elle revient à Armstead. Honnêtement, c'est impossible d'être un quarterback normal et de jouer contre une personne comme ça. C'est formidable. Match formidable de Nick Bosa. Le problème, c'est que le mec en face, c'est pas un mec normal. C'est ça. Loïc, ton top? Moi, j'avais envie de parler de la D-line. Gonzague l'a déjà fait pour Nick Bosa. Armstead, pareil, il a été monstrueux. Et Chase Young nous a sorti peut-être son meilleur match aux 49ers, ou l'un de ses 2 meilleurs matchs aux 49ers avec son tout premier. Et ça, pour moi, c'était complètement inattendu parce que sur les 2 premiers matchs de playoff qu'on joue, notre D-line, c'est pas juste qu'elle est pas ouf, c'est que c'est notre gros point faible en fait. C'est quasiment ce qui a failli nous faire perdre contre les Lions. Et là, le fait de l'avoir vu se reprendre complètement avec une première mi-temps que j'ai trouvé exceptionnelle de la D-line et aussi de nos linebackers, c'était une très bonne surprise. J'ai bien cru que cette défense allait nous faire gagner le match, notamment grâce au réveil de la D-line, mais malheureusement, il n'en sera rien. Je vais juste rajouter, avant de donner la parole à Olivier pour son top, un petit nom que tu n'as pas cité. Javon Kinlaw, super. Ouais. Super. Oui. Olivier, ton top? Mon top, ça va être Steve Wilkes. Voilà. Je vais parler de Steve Wilkes parce que le mec, soi-disant, il est très, très, très mauvais. Très, 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 très mauvais. La défense, elle est nullissime. Il perd, pour moi, le meilleur joueur de l'équipe à l'heure actuelle en défense, Dede Greenlaw. Et malgré l'absence de Dede Greenlaw, il arrive à faire un match exceptionnel où, comme je disais tout à l'heure, hormis sur le punt qui les fait rentrer, les fait jouer en red zone, Mahomes, il avait marqué 0 touchdown en 4 cartons contre la défense de Steve Wilkes. Donc, il a réussi à tenir en respect pendant 4 cartons.
Parce que malheureusement, la prolongation, c'est autre chose, mais pendant 4 quarts temps, il a réussi avec sa défense à tenir en respect Mahomes. Il a empêché de jouer au maximum en variant les pressions sur lui. Derrière, on a vu que dès que Kelsey s'y met touché le ballon, il lui a mis Fred Warner sur le rable. On n'était plus sur des défenses de zone, mais on avait véritablement Warner qui gérait uniquement et un strict pur Kelsey. Il a adapté son système défensif. On intercepte encore avec le petit J.R. Brown. Il a eu preuve que c'est un coach intelligent. Il a viré du terrain Zenuli Simon. À la place, il a fait jouer Logan Ryan. Et moralité, il a prouvé que c'était un très très bon coordinateur défensif. N'en déplaise à tous les haters et tout ce que j'entends depuis ce matin. J'entends que la défense, elle n'a pas tenu les demi-temps. L'interception de Brown, si je ne dis pas de conneries, la deuxième mi-temps. Alors, on s'enlève un petit peu le caca qu'on a devant les yeux ou le miel qu'on a dans les oreilles et on se reconnecte le bulbe pour se rendre compte que la défense, elle a été énorme, elle a été héroïque. Et le patron de cette défense, c'est Jesse Wilkes. Alors, je vais me reconnecter le bulbe, si tu me permets. Oui, la première mi-temps est extraordinaire. J'étais le premier, on s'est appelé à la mi-temps, je vous l'ai dit. J'avais préparé mon éloge pour Steve Wilkes. Sauf que la deuxième mi-temps, elle existe. Alors oui, l'interception, mais l'interception, c'est l'acte de mort de Steve Wilkes. Derrière, il a fait quoi? Il a refait ce qu'il a fait contre les Lions. Il a blitzé comme un porc avec la D-line, et puis il a laissé de l'espace à Kelsey. Et c'est bizarre, Kelsey commence à faire des stats pile après l'interception. Et après, Mahomes a avancé. Pourquoi? Parce qu'il a complètement lâché ses principes qu'il avait en première mi-temps. Et on a eu droit à des longs drives. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et on a perdu. Donc, oui, Steve Wilkes a montré qu'il avait du potentiel dans cette première mi-temps, mais je trouve qu'il a totalement perdu pied en deuxième. C'est bon, je suis assez partagé entre vous deux. Je plus sois complètement ce qu'a dit Olivier sur les 3 quarts du match. Par contre, en effet, là où Kevin marque un point, c'est que très vite, notamment durant les fin du 4e quart-temps et durant les prolongations, j'ai eu cette impression que les Chiefs, qui ont joué d'ailleurs en no-huddle pendant un certain temps, ont reproduit le même jeu au moins 4 ou 5 fois sur de la passe courte vers Kelsey, et on a vu notamment Steve Wilkes incapable de s'ajuster par rapport à ce jeu appelé quand même un certain nombre de fois. Et c'est dommage parce que en effet, c'est la petite tâche sur une très grosse performance globale. Et c'est ça qui est vraiment dommage, car j'étais pas loin de penser Steve Wilkes comme toi, Olivier, en top, mais c'est cette petite tâche qui à l'arrivée nous coûte un peu le match, qui vient un peu foutre en l'air tout ça. C'est dommage. En fait, il nous a fait le Steve Wilkes à l'envers. C'est-à-dire, on parle de quelqu'un qui avait parfaitement préparé son match, et après on a eu une attaque qui s'est ajustée et qui a trouvé une petite faille dans le système et l'a exploité à balle, alors que d'ordinaire c'était plutôt l'inverse. On avait un Steve Wilkes un peu déconnecté et qui arrivait après à s'ajuster derrière. Là, c'était un peu vraiment dans l'autre sens, et c'est ça qui est un peu dommage. En tout cas, bravo à Mahomes et à Andy Reid d'avoir trouvé cette petite faille, parce que c'est là-dessus que le match se joue. Je vais rajouter des petits topinets quand même. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs dont on peut parler. Moi, il y a un joueur qui m'a beaucoup fait kiffer. Il fait ses erreurs, mais il fait aussi beaucoup de bien. Tu prends le physique d'un kicker, tu lui mets l'intensité de Dre Greenlaw, ça te donne Deomodore Lenoir. Qu'est-ce que je kiffe ce joueur, franchement. Qu'est-ce qu'il est kiffant. C'est lui qui force le fumble, déjà, tout simplement, parce qu'il a le premier coup qui a été mis par Tashon Gibson. Et derrière, ça lui permet d'avoir le temps d'arriver et de mettre la main sur le ballon et de faire sauter le ballon des mains de Pacheco. Encore une fois, il a des défauts, évidemment, parce que c'est un joueur avec un petit physique, c'est un joueur avec beaucoup trop d'intensité, peut-être parfois sur des phases de homme à homme. Par contre, dès que tu as un mec qui est ouvert, lui, il arrive comme une balle, il a peur de rien. Il y va comme un porc, il est là pour faire du mal au mec, il est dans le trash talk, il a du mental. C'est kiffant d'avoir un mec comme ça, parce que ça, il va se rajouter. On en parle moins que les Kittle, évidemment, ou que Hufanga, ou que Dre Greenlaw, etc. Mais on rappelle que c'est un mec qu'on a chopé au 5e tour aussi, et qui est un titulaire indiscutable aujourd'hui dans une des meilleures défenses. Je vais faire un bac 2 et plus jamais Ambry Thomas, s'il vous plaît. De toute façon, il y a des choses à chercher, sûrement à la draft ou la free agency, un cornerback. Par contre, Deomodore Lenoir, que ça soit à l'extérieur ou en nickel, il nous le faut sur le terrain. Rajouter un petit top, évidemment, Brock Purdy, que j'ai trouvé
plutôt satisfaisant. Alors, on parle de Mahomes qui est sur une autre planète, mais souvent, quand on perd un match, on a tendance à dire qu'il y a un quarterback qui a été excellent et puis l'autre beaucoup moins bon. Et là, j'ai trouvé que pas du tout. Juste Mahomes, c'est au-dessus. Et Purdy a fait un super match. Il a répondu aux attentes. Bon, j'ai pas eu l'impression qu'il avait la pression plus que ça. Il n'a pas fait d'erreur. Il va claquer 250 yards contre cette défense qui est ultra difficile à manœuvrer quand on est un quarterback. Et voilà, s'il y a quelque chose sur laquelle on peut être heureux, c'est qu'on a notre franchise quarterback pour les années à venir. On a le gars qui va nous porter, qui va nous emmener très très loin. Et ça n'a pas de prix. On le voit avec les Chiefs, le palmarès qui sont en train de se bâtir sur un Patrick Mahomes. Nous, on a notre gars aussi. Donc ça fait plaisir et c'est un gros point pour nous. Surtout qu'il a fait l'inverse de jouer dans un fauteuil. Hein. Il a été sous pression tout le match. Gonzague en parlait tout à l'heure quand il parlait de la O-line. Il a été sous pression tout le match et il s'en est sorti. On a souvent parlé de son jeu de jambes. Il arrive à éviter les plaquages très 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 bien. Contrairement aux 2 premiers matchs de playoff, il n'y a pas eu cette fois-ci. Il y a eu quelques passes qui étaient vraiment hésitantes dans les 2 premiers matchs de playoff. Là, j'ai jamais eu le sentiment une seule fois qu'il pouvait se faire intercepter. Il n'y a pas de passe où tu es à 2 doigts parce qu'elle est un peu ratée ou elle est un peu sous-dosée ou quoi que ce soit. Toutes ces passes sont parfaites et celles qui ratent, c'est parce que tu as un Trent McDuffie qui a été extraordinaire, tu as une pression folle et qui lance en train de tomber. Il n'a pas fait d'erreur, tu l'as dit, Kevin. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il ne pouvait pas faire plus. Si tu fais plus que ce qu'il a fait, t'es Patrick Mahomes, en fait, tout simplement. C'est ça, mais voilà, exactement. c'est le point qui le sépare encore des plus grands et c'est tout à fait normal. Le gamin, ça fait pas longtemps qu'il est là et même Victor l'a marqué dans son article qu'on pouvait être content d'avoir Mahomes, d'avoir Purdy à San Francisco parce qu'on avait quelqu'un de très compétent. Il y avait quelqu'un qui ne porte pas forcément dans son cœur. Je veux dire, ça prouve que Purdy a prouvé qu'il était plus que méritant. Même si j'ai encore lu des trucs sur des sites même français où je mets les mains sur la tête, quoi. Je veux dire, où j'entends de dire, j'ai lu des trucs aujourd'hui, j'aurais mieux fait de dormir toute la journée. Allez, Gonzague. Ouais. Toujours pas dormi à cette heure où on se parle. Non, mais je vous rejoins à 2000% sur Purdy, quoi. C'est vraiment très, 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 très gros match. Je crois qu'en plus, la stat disait que c'était le plus jeune quarterback à se présenter à un Super Bowl. C'est son premier Super Bowl, encore une fois, avec une pression. Non, il y a eu des mecs plus jeunes. Il y a eu. Troisième plus jeune. S'il avait gagné, il aurait été le 2e plus jeune à gagner. Et t'as Big Ben qui avait gagné à 23 ans à l'époque. D'accord. Ce que j'avais cru voir passer une stat en tout début de match par rapport à ça, paradoxalement. Mais bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'en plus de ça, c'est son premier Super Bowl. Et il n'a clairement pas été une tâche pour son équipe. Loin de là, au contraire, il l'a porté. Et avec des passes, en effet, mais laser tout au long du match. Et une capacité, je trouve, en plus de ça, à varier. Je crois que de mémoire, il est à 6 joueurs en réception différente sur ses 8 premières passes, quelque chose comme ça. C'est superbe. Bravo à lui. Moi, juste pour finir sur Purdy, avant que tu mettes un petit top, moi, ce qui m'a surtout impressionné, c'est en première mi-temps, tu l'as dit, sur les 6 joueurs touchés. Moi, ça m'a trouvé le cul qu'aussi rapidement un mec comme Chris Conley soit touché, un mec comme Ray soit touché super rapidement dans le match. Ça prouve qu'il avait aussi envie de faire jouer tout le monde. Et il y a un moment où Debo se remet un peu dans le match, même si je l'ai mis en flop, c'est qu'il y a une passe qui est facile et qui loupe complètement. Sur l'action d'après, tu remets ton gars dans le jeu et tu lui redonnes la balle et tu fais avancer du leadership, tout simplement. Gonzague, vas-y sur ton topinet. J'avais envie de le mettre en topinet parce que j'en ai tellement lu, tellement vu qu'au bout d'un moment, j'ai envie de remettre à nouveau l'église au milieu du village. Oui, Jack Moody est un top sur ce match, n'en déplaise à certains. Ce rookie, je préfère commencer par ce terme tout de suite, il nous sort, le temps de quelques minutes avant que ce record soit à nouveau battu, le field goal le plus long de l'histoire d'un Super Bowl. Il nous en remet un autre de plus de 50 yards. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Ok, on est dans un dôme. Ok, il n'y a pas de vent. Je veux bien tout entendre. Mais lorsqu'un rookie, avec la pression d'un Super Bowl, au sein d'une équipe favorite, vous sort 2 field goals à plus de 50 yards, on évite, on a un peu de pudeur, on a un peu de décence, on évite de le sortir comme étant le flop sous prétexte qu'un joueur est venu contrer un extra point. C'est un match superbe de Jack Moody, dans lequel il avait beaucoup de pression.
Et là, on tient vraiment notre kicker pour l'avenir, pour un certain temps. Et bravo à lui, encore une fois. Oui, Jack Moody est un top viable sur ce match. Surtout que Merci Gonzague. surtout que le coup du oui, c'est dans un dôme, c'est pas le premier Super Bowl qui est joué dans un dôme. Pourquoi les autres n'ont pas fait ça avant non plus? Faut le mettre. Et c'est ça aussi qui souligne la belle performance et la grandiose performance aussi d'un mec comme Harrison Butker de l'autre côté, qui est lui, on l'a déjà assez dit dans nos previews, qui est un kicker extraordinaire. Et Moody n'a pas eu à rougir sur ce match-là. Mais Moody, plus qu'un match exceptionnel, c'est des playoffs exceptionnels parce que contre les Packers, on lui a demandé de pas rater un coup de pied. Contre les Lions, on lui a demandé aussi. Et puis là, on lui dit t'as intérêt à mettre tes coups de pied de plus de 50 yards parce que sinon, on gagnera pas ce match. Et malgré tout, c'est un rookie, premier Super Bowl et il les passe, quoi. Donc c'est formidable. Il y aura quand même un en finale de conférence tout seul, non? Oui, il en met un à côté oui, contre les Lions. Il y en a un qui est Ouais, contre les Lions. Mais malgré tout, il avait cette pression-là de ne pas se rater. Et au final, il est quand même ultra satisfaisant pour un rookie qu'on lâche avec des coups de pied décisifs pour ne pas se faire éliminer de playoff et pas perdre un Super Bowl. C'est quand même extraordinaire. Moi, j'aimerais rajouter juste une petite pour une mini-action. On était en grosse difficulté à un moment dans le match et mon grand ami Mitch Wishnowsky nous a sorti un punt absolument parfait qu'il a posé sur les 1 yard. Il a juste vu. Alors, Chris, ce qui va se passer, Chris Conley, c'est que la balle, à ce moment-là, pile, elle va arriver, tu vas être en dessous, elle va être sur la ligne des 1. Quel punt incroyable! Et en plus, t'as le petit rebond qui va bien, qui lui tombe, pouf, il tombe dans les bras, il n'a rien à faire. Celui-là, il est incroyable. Franchement, magnifique. T'essaies de le refaire une seconde fois, t'y arrives pas. Ah bah, non, mais tu le refais une autre fois, tu la fous dans la end zone, hein, clairement. Est-ce qu'on a d'autres petits noms à citer? Je pense qu'on a fait le tour. Il y a beaucoup de joueurs qu'on n'a pas cités, qui ont été entre les deux. George Kittle a été très bon au bloc, mais on ne l'a pas vu du tout à la réception. Malheureusement, Brandon Ayuk a fait ce qu'il avait à faire sans être plus brillant qu'autre chose, malheureusement. Voilà, il y a eu plein de mecs. Si ce n'est qu'il n'a pas fait autant de différence sur ses tracés que d'habitude, et ça a coûté forcément. Bien sûr, bien sûr. J'ai envie de juste rapidement, sans débattre trop longtemps, parce que sinon ça tourne, mais juste pour vous dire que malgré la blessure de Greenlaw, super remplacement d'Oren Burks et de Flanagan Falls, qui ont tous les deux vraiment. Je lève mon bras et je donne mes excuses à Demetrius Flanagan Falls, qui a fait un super match et qui est un meilleur linebacker que ce que j'ai pu prétendre ces derniers mois. Pareil, je plaide coupable aussi le concernant. J'avais plus de garanties sur Oren Burks, mais disons que même malgré les plus gros défenseurs de DD comme Olivier, il s'est blessé très rapidement dans le match, mais paradoxalement, je trouve que dans le résultat final, son absence n'est pas si vue que ça. Au niveau des résultats, peut-être pas au niveau de la niaque, mais au niveau des résultats, des stats, ils ont très très bien fait le boulot derrière. Je pense quand même que Kelsey s'est fait dédéiser sur la première action, il a fait 1 yard, après il n'a plus rien fait. Et après, quand Dédé n'est plus là, c'est plus facile de continuer à avancer. Il n'y a que sur ça qu'il aurait quand même pris le ballon, mais il serait fait couper en deux une fois ou deux, ça lui aurait remis les côtes en place. Comme ça, on aurait pu voir un peu sa chérie à la télé. Elle y était hier ou pas, sa chérie? Oui, on l'a vu un paquet de fois. On l'a vu un paquet de fois. C'est fait exprès. Je pense que c'était une blague. C'était une blague. Petite, alors juste. Et je sais toujours pas ce qu'elle chante. Hein. Juste pour, on n'est plus sur les tops. Juste, je viens de voir une stat extrêmement marrante que j'avais pas du tout remarqué en ayant les stats sous les yeux. Mitch Wishnowsky et Tommy Townsend ont tous les deux fait 5 punts. Ils ont tous les deux fait 254 yards pile. Exactement le même nombre de yards des deux punters. Mais c'est ça. Tu parlais des kickers, les deux au top. Tu parles des punters, les deux au top. Tu prends n'importe quel joueur de ces deux équipes. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est la quintessence du football américain. Est-ce que tu veux jeter? Normalement, nous, on jette le numéro 20, il n'était même pas sur le terrain. Donc, c'est pour ça, il n'y avait rien jeté d'un côté ni de l'autre. Partant de là, on a vu, et ça s'est joué, comme l'a dit Kevin, tu le fais 10 fois, c'est 5 d'un côté, 5 de l'autre. Mais tu as raison dans le sens de la quintessence du football. Moi, j'ai eu l'occasion de le regarder avec des fans neutres qui étaient fans d'aucune des deux équipes. Et ils l'ont reconnu à la fin. C'est un des meilleurs Super Bowls qu'ils ont vu, tellement c'était disputé, tellement le niveau de jeu était élevé tout du long. Des fois, certains parlent de la remontée des Patriots contre les Falcons, mais c'est deux équipes qui jouent très très bien à des moments différents. Là, c'est deux équipes qui ont joué à leur maximum tout le long. Et nous, on a souffert, on ne voit pas le match pareil, mais des fans neutres ont pris un pied monumental devant ce match. Il y avait une intensité dans ce match-là qui était absolument folle. Il n'y avait pas un seul moment où aucun des gars des deux équipes a baissé le pied et s'est dit en défense. On parlait, Loïc, tu as cité son nom, de Chase Young,
Chase Young qui était un peu une feignasse, là tu sentais que le mec il en avait envie, des mecs qui sont un peu en dilettante habituellement, là ils allaient chercher les chocs et ils avaient pas peur quoi. Je pense que ce match, d'un point de vue, pas pour nous, fans de San Francisco, mais autour, l'équipe, elle a gagné beaucoup de respect. Parce que moi, tous les gens avec qui j'ai parlé, petit dédicace à Guillaume qui écoutera certainement, et pourtant c'est un fan des Seahawks, il m'a dit qu'il avait trouvé le match fabuleux, qu'on avait une équipe fabuleuse. Les gars des Chiefs m'ont dit aussi qu'ils avaient trouvé qu'on n'avait pas spawné, on n'avait rien reproché à notre équipe, qu'on pouvait être fier de notre équipe. Il y a un gars des Béliers pareil qui m'a dit la même chose. Franchement, ce Super Bowl, il y a pas de choke, il y a pas de lose. Il y a vraiment deux superbes équipes de football qui se sont affrontées. Bon, ça fait chier parce que c'est nous qui gagnons pas à la fin, mais on fera partie. Ce Super Bowl restera dans l'histoire comme l'un des plus beaux, honnêtement, et pas parce que je suis fan de San Francisco, mais pour la qualité de jeu qui a été proposée des deux côtés en même temps. Franchement, superbe match, et on est les seuls à avoir résisté à Mahomes. Plus de 4 cartons. Il a fallu un 5e carton, et je fais exprès de dire 5e carton, pour que Mahomes nous batte. Mais moi, je vais encore en énerver certains quand je vais par rapport à ce que je vais dire, mais j'assume. Encore une fois, on en revient toujours à ce que je disais à l'époque du Giants Patriots de 2008. Les grosses défenses font les grands Super Bowls. C'est quoi qu'on dise. Alors oui, les amateurs de touchdown et de points gogo n'en sont pas pour leurs frais, mais à l'arrivée, quand on voit une telle agressivité sur les snaps, c'est souvent au travers de très belles défenses que l'on voit ça. Et là, on a eu vraiment des jeux appelés du côté de Spaniolo, mais honnêtement, c'était du bonbon, et une intensité dans notre front 7 également, qui ont fait complètement déjouer Mahomes pendant quasiment tout le match. Et honnêtement, c'est ce qui fait la grandeur, je trouve, de ce Super Bowl, c'est ce qu'on va retenir. C'est une intensité défensive de part et d'autre qui montre que les très très grandes défenses sont aussi à saluer et qu'il n'y en a pas que pour les quarterbacks, les receveurs et les big plays dans ce sport, et que parfois l'intensité d'une défense est tout aussi belle, voire plus, quand on voit ça, parce que on voit vraiment à quel point ce Super Bowl a eu un niveau élevé au travers de tout ça. On va passer aux questions des auditeurs. Il n'y a pas de brief du prochain match? Bah non, malheureusement. Le prochain match, ça sera un match de pré-saison en août et la saison régulière en septembre. Là, va falloir attendre. Tu viens de me donner le coup de grâce. Ouais, va falloir attendre pour voir du jeu. Entre-temps, on sera toujours là, nous, les gars du podcast. On va parler de ce qui s'est passé. On va revenir sur cette saison-là. En long, en large et en travers. On va faire les awards comme l'année dernière. Va y avoir la free agency qui va arriver. Il va y avoir la draft qui va arriver. Il y a encore des belles choses. Il y a encore plein de belles choses. Il y aura des épisodes aussi spéciaux. On aura, comme chaque année, la draft 3 ans après. D'ailleurs, je me permets de l'annoncer, si vous êtes encore là à nous écouter au podcast, si vous avez des idées de choses dont on pourrait parler, dont vous voudriez qu'on parle, n'hésitez pas à en parler sur Facebook ou sur Twitter, à mentionner le Fast Food Podcast, à mentionner Gonzague, Kevin, Olivier, Loïc ou moi-même sur le groupe Facebook, si vous avez des idées de choses dont on pourra parler. Et on va passer maintenant aux questions des auditeurs suite à ce match. Une question de Vincent sur Facebook. Est-ce que Kansas City est en train de devenir la bête noire de Shanahan ? Moi, je pense que Kansas City est en train de devenir la bête noire de toute la ligue, en fait. C'est la dynastie actuelle. C'est la meilleure équipe du monde avec le meilleur quarterback du monde. C'est ça qui se passe. J'ai dit, voilà, il faut demander. Nous, c'est une chose. Demander aux Bills ce qu'ils s'en pensent. Et en fait, non, je me reprends. C'est pas la meilleure équipe du monde, mais on est dans un sport où le quarterback prend tellement de place. Tout le monde dit le MVP, il faut donner un autre poste. Non, le football américain, c'est un sport de quarterback. Et quand tu as le meilleur quarterback, tu gagnes le match à la fin. Et c'est tout. Non, c'est difficile toujours de dire est-ce que les Chiefs est la bête noire des 49ers. En effet, comme tu le dis très justement, Kevin, demain, Mahomes se blesse. On n'a pas du tout la même équipe des Chiefs offensivement. Ils sont pas en play-off. Ouais, donc c'est quand même une équipe avec de très grosses individualités, mais qui ne brille pas par une homogénéité aussi forte, par exemple, que notre équipe. Donc, par conséquent, pour moi, Mahomes, c'est la bête noire des 49ers. Là, je fais mon Olivier pour le coup. Ouais, je sais pas si on peut parler de bête noire à ce stade. Et je pense qu'il nous faut 2-3 matchs de plus face à eux, play-off, saison régulière ou autre, pour se faire un avis définitif sur la question. Moi c'est clair. Moi, ils sont pas la bête noire de San Francisco, ils sont la bête noire de la NFL, tout simplement. Point. Enfin, franchement, quand tu as gagné, parce que nous, ils nous ont battus 2 fois au Super Bowl, mais comme tu disais justement, Olivier, les Bills, ça fait 50 suites qui se font casser la gueule, quoi.
Alors que cette année et même l'année dernière, quand ils arrivent face à Kansas City, les mecs ils sont dans une pleine bourre de ouf et ils se font fracasser dès qu'ils affrontent Mahomes et les Chiefs. On n'est pas les seuls à souffrir de ce qui se passe à Kansas City en ce moment, clairement. Parce qu'en plus, nous, on a la chance de pouvoir aller au Super Bowl. Les mecs qui jouent en AFC, ils ont même pas cette chance-là de se dire putain, quitte à perdre, autant perdre au Super Bowl, quoi. Ah, c'est un peu comme jouer contre les Bulls de Michael Jordan. C'est ça. Quand tu étais en conférence Est à l'époque, putain, ça devait faire du mal. Question de Ludovic, la défaite fait mal. Alors, n'était-ce pas la dernière chance de cette génération dorée montée par Lynch d'aller au bout ensemble après cette défaite? On y a déjà vite fait répondu tout à l'heure et ça va aussi juste rejoindre la question de Nicolas aussi sur Facebook. Pour vous, est-ce une défaite porteuse d'espoir pour la suite ou une défaite qui marque la fin d'un cycle? Non. La fenêtre, elle est encore grande ouverte. On a un quarterback sous contrat rookie pendant encore au moins 1 an. On a un mec comme Trent Williams qui a non seulement annoncé qu'il voulait continuer, mais franchement, à mon avis, Trent Williams, à la fin de son contrat, c'est le genre de mec qui va accepter un friend deal pour finir sa carrière ici. Non, c'est pas du tout la fin d'un cycle à San Francisco comme ça pouvait être la fin d'un cycle à Los Angeles chez les Rams quand ils gagnent leur Super Bowl. Ça n'a rien à voir. Il y a deux joueurs pour qui c'est un peu plus embêtant, c'est Trent Williams qui tend à la fin, et c'est George Kittle qui est maintenant bien entré dans sa époque de trentenaire. Et ils ont pas, c'est ces deux joueurs qu'on va pas pouvoir compter très longtemps dans nos rangs. Donc c'est pour eux que c'est plus embêtant. Mais sinon, tu l'as dit, tout le reste est très jeune et au final, c'est juste une page du livre et le livre va se continuer. Quand on dit que de toute façon, en se basant sur les comptes, vas-y. Bah, Kittle, on l'a encore pour plusieurs années. Donc, oui, mais son niveau physique, on ne sait pas. À tout moment, ça décline. Et Trent Williams, moi, j'ai l'impression que le mec, c'est encore un des meilleurs joueurs de la ligue, tout poste confondu. Il a l'air de s'éclater dans cette équipe. On a des prétendants au titre. Je vois absolument pas pourquoi il prendrait sa retraite tant qu'on gagne pas ou tant que l'équipe ne décline pas, en fait. Ah mais en fait, parce qu'on a parlé un petit peu de son annonce de dire qu'il continuait, qu'il prenait pas sa retraite. Il n'a pas annoncé qu'il prenait pas sa retraite. Il a annoncé qu'il voulait continuer plusieurs années, pas juste 2024. C'est que le mec, il sera là et c'est le genre de gars c'est même plus son physique qui le fait marcher, c'est que le mec est beaucoup trop intelligent pour qui que ce soit en face de lui. Évidemment, c'est un monstre physique et il fait des différences comme ça, mais être grand et costaud, c'est des choses que tu peux garder, mais quand tu as en plus l'intelligence qu'il a, ça pourra continuer. Il faut juste qu'il évite les blessures, quoi. Donc on peut compter sur nos cadres pour encore plusieurs années. Niveau contrat, on n'a aucun mec en fin de contrat cette intersaison. On va devoir prolonger Ayuk parce qu'il est en fin de contrat dans 1 an. Mais à part ça, donc il n'y a aucune raison de penser que c'est la fin d'un cycle et que la fenêtre est sur le point de se terminer. Non, la fenêtre, elle est encore ouverte pour plusieurs années si tout va bien. Sauf que sur les 2 dernières années, on a drafté des mecs au 3e et 5e tour, donc normalement, ils vont devenir bons d'ici 1 ou 2 ans, quoi. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est exactement ce que je voulais dire. Il faut tirer un grand coup de chapeau à John Leach et à Parag Marat sur la gestion des contrats. Parce que comme tu dis très justement, Loïc, on est tranquille globalement sur cette intersaison où, comme joueur majeur, on n'a que Jennings qui est en free agent restreint. L'année prochaine, ce sera un peu plus compliqué avec les Ayuk et Charvarius Ward. Mais entre certains friend deals qu'on arrive à mettre en place, une gestion du lissage des contrats que l'on voit depuis plusieurs années à San Francisco, fait que, de manière générale, c'est parfaitement calibré de telle sorte à ce que nous puissions rester compétitifs. On est très loin de la situation qui était la nôtre à l'issue du Super Bowl face aux Ravens, où on avait une gestion des contrats qui était beaucoup moins performante et où on se retrouvait avec la moitié de nos joueurs impossible à prolonger. Là, on n'est pas du tout dans cette situation-là. Certes, il va y avoir du Purdy à prolonger à un moment donné, il faudra anticiper toutes ces choses-là, mais il y a un tel niveau de gestion des contrats que nous n'avions pas vu les années précédentes, même les années où nous étions performants, que ça me laisse à penser à un avenir extrêmement radieux pour notre franchise, pour les 2, 4, 5, voire 10 ans à venir, si on reste sur ce niveau de qualité de gestion des contrats. Quoi? Gonzague? Cantange? Après la défaite des Ravens, on n'avait plus d'argent. Quoi? Trent Baalke est incapable de gérer un portefeuille. Je tombe des nues. Waouh! C'est sûr, c'est autre époque, autre ambiance. Parce que là, c'était vraiment... En gros, on était les Rams de l'époque. On avait fait all-in sur cette année-là et on n'avait plus rien derrière, quoi. Une question de SA, sûrement un pseudo sur Facebook. Pourquoi ne va pas avoir joué Kittle dans les flats, Kevin? C'est difficile à répondre.
on le fera en bilan à la fin de la saison, mais j'ai vraiment l'impression que Kittle a basculé plus sur un rôle de bloqueur qu'à la réception sur l'ensemble de la saison. Alors, il fait encore une très belle saison au niveau stats, c'est sûr, mais malgré tout, je trouve que cette année, on l'a moins vu à la réception, et ça s'est confirmé sur ce Super Bowl au final, où on l'a quasiment pas vu, et par contre, il a énormément bloqué. Donc, c'est peut-être ça qui explique, il a peut-être un peu changé de vocation dans cette attaque. Il a plus de milliards encore cette année. Hein, à la Non, mais c'est ça que je dis, il a encore des très bonnes stats, mais malgré tout, on le voit moins. Après, pour expliquer sur le match qu'on vient de suivre, je pense que du côté des Chiefs, ils avaient écouté le podcast, ils avaient écouté Kevin, et ils se sont dit, par rapport à leur schéma de jeu, Kittle est un danger potentiel. Et on a vu quand même beaucoup de jeux où on avait un Nick Bolton, qui est quand même le linebacker de référence des Chiefs, qui était quand même très au marquage, notamment sur les jeux en situation de passe de Kittle. Hein. Il était très marqué à la culotte. J'ai également Léo Chenal également qui était dessus à un moment sur une action au troisième quart-temps où il y a carrément une double team Léo Chenal Bolton sur Kittle. Donc ça montrait entre guillemets l'importance que la défense des Chiefs donnait à Kittle sur certains jeux, ce qui peut expliquer peut-être son manque de performance sur ce Super Bowl à la réception, parce que j'insiste encore une fois, à la réception. D'ailleurs, petit aparté, on n'a pas parlé dans les tops d'un certain Juice. Je tiens juste à dire qu'on l'a zappé. Hein. Mais oui, mais que fais-je Non, mais j'étais... Alors, sur ce match-là, j'ai vraiment été obnubilé par Jawan Jennings, que j'en ai oublié à quel point Kalius Check est un joueur formidable, c'est vrai. Non, mais franchement, c'est scandaleux. Vous voyez, cher auditeur, le niveau de fatigue qui est la nôtre aujourd'hui. Et moi, n'ayant pas le même niveau un niveau de fatigue différent de Gonzague ou Olivier, qui ont une absence de sommeil évidente, moi, c'est juste de la fatigue mentale. Question de Vesti sur Facebook. N'y a-t-il pas eu un manque d'audace en n'essayant pas de conclure sur leur 4e tentative ? Si tu parles des est-ce que si tu parles des prolongations, non. C'était malheureusement à ce moment-là ce qu'il fallait faire. Ça, ouais, j'aurais trouvé on peut passer la 4e. Enfin, après, il y a des balles. Oui, mais il y avait des points à aller chercher parce que moi, j'aurais quand même pris le field goal parce que même si c'est Mahomes en face, la défense avait fait tellement un bon match que tu te dis que tu es capable de l'arrêter. On a eu une 4e tentative sur leur remontée, faut pas l'oublier. Hein, donc ça aurait pu, en 2 minutes, on est passé de la grande détresse, mais 2 minutes avant, ça aurait pu être le grand bonheur sur une 4e tentative. Donc je pense qu'il a fait le bon choix. Exactement. La 4e et 1, c'est une balle de match contre nous. Hein. Et encore une fois, Mahomes qui avait pris ses jambes à son cou, fort. Il fait 15 yards. C'est ça qui est ouf. Moi, c'est contrairement à Kevin, sur ces prolongations, j'ai strictement rien à redire. Et on perd à la fin. On va pas repartir dans ce débat. On l'a fait ce débat depuis l'émission. Ça fait qu'une heure et quart. On a fait un quart d'heure sur ce parti-là sur Shanahan. Allez, on enchaîne. Question de Johan qui était avec l'ami Gonzague hier soir sur Bordeaux. Je salue. Les détails ont été contre nous, on a eu plusieurs balles de match, on n'a pas réussi à les convertir, du coup à la fin on s'est fait punir logiquement. Les Chiefs ne me font pas rêver, ils ont été simplement efficaces. Un Super Bowl cela se gagne, on se fiche de bien mal jouer. Pour moi c'est l'expérience qui a payé. Olivier, t'es d'accord ? Oui, après quand tu dis qu'ils ne font pas rêver les Chiefs, pour être très honnête, si un mec comme Homme se fait pas rêver, change de sport. Si des défenseurs comme Chris Jones ou comme les linebackers ou comme Trent McDuffie, tous ses potes derrière, tu peux pas rêver, change de sport aussi parce que putain, ils sont super forts et c'est le seul point qu'on peut leur reprocher, c'est de pas jouer chez nous. Mais sinon, non, c'est oui, ils ont plus d'expérience que nous. Les Super Bowls, c'est leur maison. Ça, on l'avait dit, on l'a redit hier pendant le live Twitch, on en a reparlé. Ils ont cette habitude-là. Ce qu'il faut faire, nous, c'est recommencer, remettre son boulot en place, repartir sur une nouvelle saison en se disant on va y retourner. Et l'année prochaine, on dira bon, ça va, on connaît. L'année dernière, on y était, donc c'est bon. Cette année, on a les repères. On sait qu'on va gagner comme ça. Il faut le prendre comme ça, il ne faut pas s'arrêter. Question de Mike, à laquelle on a un petit peu répondu tout à l'heure. Loïc y a un peu répondu. Ma grande question à la santé, c'est pouvons-nous garder tous nos grands joueurs pour la saison qui arrive ? Oui, parce qu'ils sont tous encore sous contrat la saison prochaine. Question de Romain, quid de Travis Kelce, Monsieur Swift, s'il est remercié et prié de poser son cul sur le banc suite à l'accrochage avec coach Reed, la suite ne peut pas être la même pour nous. Son impact sur le 3e et 4e quart est indéniable alors qu'il était éteint en première période. Alors, on a tous vu cette image de Travis Kelce qui hurle sur Andy Reid en première mi-temps.
Alors, faut être juste très sérieux une seconde. Il n'y a aucun monde dans lequel, même s'il lui hurle dessus, Andy Reid assoit le cul de Travis Kelce sur le banc. Parce que c'est pas un coach de moins de 12, c'est un coach de Super Bowl, de joueurs professionnels. Il faut savoir dealer avec ce genre de choses. Et c'est Travis Kelce, c'est pas Justin Watson ou n'importe quel troisième, quatrième receveur. On parle d'un des plus grands tight ends de l'histoire de ce sport. Tu l'assois pas sur le banc parce qu'il t'a gueulé dessus, tu essaies juste de t'expliquer. Mais il n'y a aucun monde dans lequel le seul moyen pour moi qui ne joue pas de mi-temps, c'est s'il lui avait mis une patate. Et encore. Et puis on dirait, t'as bien expliqué en conférence de presse, et c'est ça qu'il veut voir. Un gars qui te rentre dedans parce qu'il joue pas assez ou parce qu'il a pas assez de ballons. C'est un gars qui veut. Et c'est ça qu'un coach veut voir. C'est des gars qui veulent. Et ce qu'il a montré, Travis Kelce, avec son coach, c'est qu'il en voulait plus, qu'il voulait plus de ballons, d'être plus impliqué encore. Donc au final, il lui a juste montré qu'il était dans le match et qu'il en voulait encore. Que non, tu le sors pas, au contraire, tu lui donnes parce que ton meilleur joueur en réclame plus. C'était un débat qu'on avait d'ailleurs avec Johan pendant le match, parce que Johan avait été en effet, comme beaucoup de monde, choqué sur la forme en tant que telle. Mais encore une fois, ce genre de scène, là, a été très médiatisé parce que c'est un Super Bowl. Mais c'est une scène que tu vois dans tous les camps d'entraînement, que tu vois un peu partout, où parfois, en effet, les sentiments sont complètement exacerbés et qu'on fait parfois des réactions qui sont complètement disproportionnées. Alors oui, en effet, ce n'est pas une image à montrer aux enfants quand tu veux montrer les valeurs du sport de manière générale, mais la réalité, c'est que c'est quelque chose finalement d'assez commun en NFL. Il n'y a pas de grande surprise à ça, c'est pas la première ni la dernière fois qu'on va voir un coordinateur offensif, un coordinateur défensif, un head coach avec un CV long comme le bras se faire engueuler. J'ai des souvenirs même... ça a fait rire Olivier, de Tom Brady qui se prend quelque peu la tête avec Belichick. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout Tom Brady que tu es, qui se prend la tête avec Belichick? Tu vois, c'est finalement assez commun, que l'on aime ou qu'on ne l'aime pas, ce genre de situation. On va passer aux questions de Twitter. On a 2 questions de Gab. Une question, je pense, qui pourra faire réagir un peu toute l'équipe parce qu'on en a parlé un petit peu. Les Niners gagneront-ils un jour une autre bague avec le soi-disant head coach de génie? 3 Super Bowl, 3 défaites. Alors déjà, on a déjà répondu sur Shanahan. Je pense qu'on peut largement gagner un Super Bowl avec lui. Deuxième chose, cette image de 3 Super Bowl, 3 défaites, il n'était pas head coach des Falcons. Je tiens encore à le répéter une nouvelle fois. Il était juste coordinateur offensif. Qu'on arrête de lui mettre la défaite des Falcons sur le dos alors que c'était Dan Quinn le head coach. Autre chose auquel j'aimerais répondre aussi, c'est que, encore une fois, on va toujours très très loin avec Shanahan depuis le début. Je compare juste 2 carrières entre elles, celle d'Andy Reid et celle de Shanahan. Pendant très longtemps, Andy Reid était le surperformeur. On arrête ça. Non, je veux plus entendre parler de ça parce que j'ai pas envie qu'Al Shanahan ait gagné du Super Bowl avec une autre franchise. Je veux pas. Non. J'entends, mais sauf que là, ça se fera pas avec une autre franchise. Ça. Ça se fera avec la nôtre. Il faut juste laisser du temps au temps. C'est tout. C'est juste ça. Andy Reid, il est resté coach NFL et il a gagné derrière. La seule différence qu'il y a entre Andy Reid et Shanahan, c'est que ça se fera via une seule et unique franchise. Voilà, tout simplement. Non, je posais une question. Il n'y a pas 5 kilos aussi de différence entre les deux? Ah, c'est pas le même physique, ça c'est sûr. Mais puis petite différence quand même, c'est que on parle de cette capacité des deux à faire plein de finales de conf quand Reid était aux Eagles et quand Shanahan était aux Niners. Reid fait qu'un seul Super Bowl, Shanahan est déjà à 2. Voilà. Hein, Kyle meilleur que Andy. Hein. Et la dernière question de Gab sur Twitter, c'est une question à laquelle on a beaucoup répondu. Hein. Est-ce qu'on n'a pas laissé passer notre opportunité actuelle avec l'équipe? Non, du coup, hein, on l'a répété maintes et maintes reprises. C'est sûrement le truc qu'on a le plus répété dans cet épisode. C'est pas fini, les gars. Hein. On sera de retour l'année prochaine. On aura le temps d'en parler dans toute l'intersaison, toute la saison prochaine. On est encore une équipe qui va jouer le titre la saison prochaine. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Les Niners joueront le titre l'année prochaine. Les Niners joueront le titre l'année d'après. Voilà, c'est pas la course, elle continue, ça fait mal quand même. Ce match-là, il a fait du mal, mais la course à la 6e bague, elle est encore bien lancée. Voilà, clairement. Et est-ce que, messieurs, vous avez d'autres choses à rajouter à part dire que c'est quand même triste de perdre, mais bon. Mais merci à cette équipe de nous avoir fait vibrer autant toute la saison, tout simplement, parce qu'on peut être fiers de nos joueurs. J'ai vu passer un petit truc d'ailleurs qui m'a tiré l'alarme cet après-midi, où j'ai vu passer, c'est pas une déclaration, mais c'est une info insider, que tous les joueurs des 49ers allaient passer encore une dernière soirée ensemble, preuve de ce que disaient beaucoup de joueurs, que c'est un groupe spécial qu'on a. On a l'habitude de voir des mecs, après une défaite au Super Bowl, partir à Cancun et à Hawaï.
Là, les mecs passent quand même une dernière soirée ensemble, preuve qu'il y a un truc spécial dans ce groupe qui a été construit par John Leach, par Parag Marat, t'en parlais Gonzague, j'ai envie de citer son nom parce qu'on n'en a pas parlé, évidemment Kashana, Monsieur Adam Peters qui est parti du côté de Washington. Voilà. Donc super groupe et c'est nous on est fans des 49ers pas pour ce groupe-là à la base, mais c'est vrai que quand t'as un groupe comme ça et des personnalités comme ça donne envie de continuer d'en parler et de rester. Et à cela, j'ajoute que ce qui se transpire chez les joueurs se transmet également envers les supporters. Je trouve que on l'a vu tout au long de cette saison au travers des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, les gens qui nous suivent au travers de cette émission et les différentes personnes avec qui on a eu l'occasion d'échanger, qu'on est une très très belle communauté. Les supporters des 49ers, j'ai eu cette chance de pouvoir suivre ce Super Bowl avec une communauté bordelaise qui était vraiment à fond, que je profite de cette émission d'ailleurs pour les saluer. C'était de très beaux moments. Je remercie donc Gilles d'avoir créé notamment ce groupe Facebook qui nous permet de nous réunir chaque jour, chaque semaine, chaque mois et de pouvoir échanger. Il y a vraiment une très belle communauté. On se baptise nous-mêmes la famille et c'est pas pour rien. Et je trouve que cet état d'esprit qu'on retrouve dans les 53 de l'équipe, ça se transmet également au travers de nos supporters. Ce sont des valeurs qu'on véhicule et il faut qu'on soit attaché à ça. J'ai entendu beaucoup de mal à propos de notre communauté de la part de supporters d'autres franchises. Ne vous laissez pas enquiquiner par ce genre de personnes. Ça ne vaut pas le coup. Restons nous-mêmes parce qu'on est une très, très, très belle communauté de fans. Et encore bravo à tous, à tous les niveaux que ce soit. Ouais, puis moi, je voulais, vu que je fais des remerciements, je passe mon temps à lui casser les pieds, mais je voudrais remercier Loïc. Je vais te remercier, petit bonhomme, parce que. Il dort, cher auditeur. Vous le voyez pas, mais il est en train de dormir. Je viens de réveiller Loïc. Vous savez, c'est un enfant. Les enfants, si ça dort, normalement, là, il est avec nous. Ça fait une heure et demie qu'on enregistre. Notre 007. Ça sent que Loïc, il enregistre pas ces émissions-là parce que vraiment, 1h30, là, on est juste en zone de confort avec Olivier Gonzague et Kevin. Hein. Donc, juste te remercier parce que si vous nous écoutez maintenant depuis 2 saisons et demie, c'est grâce à lui. Et même s'il vient jamais, c'est lui qui a eu l'idée de nous réunir à la base Elliot, Kevin et moi. Et c'est grâce à lui qu'on a fait venir Gonzague ensuite et que depuis on s'éclate parce que si vous vous amusez derrière à nous écouter parce que c'est ce qu'il en ressort, nous on s'est bien trouvés tous les 5 et tout ça on le doit à Loïc. Alors j'adore te casser les pieds, mais merci beaucoup pour ça parce qu'on passe des super moments. Bah c'est ça, on va finir la saison là-dessus sur des petits moments émotion quand même. Mais oui, Loïc nous a réunis et on s'est bien trouvé. De toute façon, si on continue à le faire chaque semaine et 2 fois par semaine, même là pendant ces playoffs avec autant d'enthousiasme, c'est parce qu'on a eu aussi nous la chance de tomber sur un groupe le groupe vit bien aussi dans le podcast. Comme les 49ers, le groupe du podcast vit bien, on s'entend super bien et c'est toujours un plaisir de venir enregistrer. Comme l'a dit Gonzague, un plaisir de prendre vos questions, d'échanger, etc. Donc ça va continuer évidemment. Hein. La saison 2024, on va arriver fort avec plein de choses pendant l'intersaison, plein de choses pendant la saison et puis on a hâte de vous présenter tout ça. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter ou je peux conclure là-dessus. Merci de nous avoir écoutés. Dommage. On a perdu, évidemment, on aurait aimé que cette saison se finisse autrement, mais c'est le jeu, ça reste que du sport, comme le disait Olivier en début d'épisode. On aurait préféré que ça soit autrement, mais ça reste que du sport. Merci de nous avoir écoutés, Go Niners comme toujours, et puis on se retrouve quand même très rapidement parce qu'il y a encore plein de choses à débriefer. On va pas me prendre une pause d'1 mois, hein. Il y a les awards qui vont arriver, il y aura les débriefs entiers de la saison, et Go Niners. Salut. On va laisser nos collègues se reposer quand même. Salut. Ouais, pour ce soir, ils vont aller dormir quand même, il y en a, ils sont en train de tirer la gueule. Allez, ciao. Allez, sur ce, honnêtement, j'adore discuter avec vous, mais je vous quitte. Come on. Come on.